capillaire. Alors ça c'est les gaz traversent donc la membrane alvéolo-capillaire. Donc les gaz, donc l'oxygène passe des alvéoles vers le sang et vice-versa pour le CO2. Alors tout d'abord, pour la pression partielle d'un gaz. Donc, vous savez que pour un gaz, on ne parle pas de concentration, on parle de pression partielle. Alors, la pression partielle donc d'un gaz, elle est définie selon la loi de Dalton. Donc, pression partielle du gaz est égale à sa fraction, la fraction de ce gaz. S'il vous plaît, les étudiants qui ont laissé le micro ouvert, est-ce que vous pouvez le fermer? J'entends des bruits, la circulation et tout. Vous pouvez éteindre votre micro? Voilà, très bien, merci beaucoup. Alors, donc, la pression de gaz, la pression partielle est égale à sa fraction, la fraction de ce gaz, fois la pression totale qui est la pression atmosphérique. Donc, c'est comme ça qu'on trouve donc, la pression partielle d'un gaz. Alors, vous avez par exemple, donc pour l'air atmosphérique, cette pression totale, est égale à la pression partielle d'oxygène, plus celle du CO2, plus celle de l'azote, de l'eau et des gaz rares est égale à 760 mmHg. Donc, la pression totale. Par exemple, si on veut trouver la pression partielle de l'oxygène, alors on sait que l'oxygène représente 21% de l'air atmosphérique, et donc sa fraction est égale à 0,21 litres d'oxygène par rapport à 1 litre donc, dans 1 litre d'air. Donc, on fait sa fraction fois la pression totale ou la pression atmosphérique. Donc, on va la trouver 160 mmHg. Voilà la pression partielle d'oxygène dans l'air. Donc, c'est 160 mmHg. On fait la même chose pour le CO2. Bien sûr, le CO2 dans l'air, il a une fraction qui est très, très faible par rapport à l'oxygène. Donc, pourcentage, c'est 0,04. Voilà. Donc, sa fraction est égale. Donc, ici, on peut. Fraction, c'est litre par litre, donc on peut l'enlever. Hein. D'accord, voilà, comme ça. Donc, c'est 0,0004. Donc, on a donc la pression partielle de CO2 dans l'air, c'est 0,3 mmHg. Alors, vous avez ce tableau qui est important. Donc, bien sûr, on ne vous demande pas d'apprendre toutes les pressions, mais il faut au moins savoir connaître un petit peu surtout la pression alvéolaire d'oxygène et la pression du CO2 aussi au niveau des alvéoles et au niveau des artères et des veines. Artères pulmonaires, veines pulmonaires. Donc ici, c'est plus facile de les apprendre en millimètres Hg. Bien sûr, ici, regardez bien, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est converti en kilopascal. Vous savez que la pression, donc vous avez des unités de pression, millimètre Hg, donc millimètre de mercure, ou kilopascal, ou même bar, ou atmosphère aussi. Donc vous avez des unités pour mesurer la pression. Donc ici, par exemple, regardez bien pour l'O2, l'oxygène. Donc, dans l'air atmosphérique, donc c'est 159 ou 160, donc c'est presque la même chose. Hein. Voilà, millimètre Hg. Dans l'air alvéolaire, c'est 100. Vous voyez bien que quand on inspire, donc la pression partielle d'oxygène dans l'air qui arrive au niveau des poumons, au niveau des alvéoles, c'est 100. Vous voyez bien qu'il y a une chute. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on inspire, il y a c'est ce qu'on appelle la cascade décroissante, bien sûr, de l'oxygène due à l'humidité. Donc, pourquoi? Parce que les voies aériennes sont humides par rapport à l'atmosphère qui est sec. Et donc, plus c'est humide, plus la pression partielle de l'oxygène diminue. En fait, c'est comme, par exemple, la respiration
dans des zones tropicales, là où il y a la végétation, il y a beaucoup d'humidité, et donc c'est très difficile de respirer, tout simplement parce que l'air qui est extérieur est humide, et donc quand on inspire déjà, donc l'air qui est humide, donc la pression d'oxygène diminue déjà, et quand on inspire, donc bien sûr, il va y avoir une diminution plus poussée que ici, que sans. Donc on va avoir c'est moins, donc il y a une difficulté de respirer. Donc plus l'air est humide, plus la pression d'oxygène diminue. Voilà. Donc donc les sons, donc on a dit ces sons, il y a une chute de la pression. Pour le sang oxygéné, désoxygéné, donc le sang désoxygéné, donc euh, celui donc, qui arrive de l'artère pulmonaire, dans l'artère pulmonaire, donc c'est 40 mm Hg, et le sang oxygéné, donc celui qui quitte les poumons, donc pour aller vers donc dans les artères, dans les veines pulmonaires, c'est donc vous avez 95 mm/Hg. Dans la cellule, donc l'oxygène, c'est 40. Vous voyez bien que l'oxygène est tout le temps, regardez bien, donc il y a une diminution car il est consommé voilà. Donc la même chose pour le CO2, donc vous pouvez faire le raisonnement pour le CO2, regardez, c'est air alvéolaire, c'est 40, et le sang désoxygéné, c'est 46. Regardez bien, ça veut dire quoi? Donc entre l'air alvéolaire et le sang désoxygéné, il y a donc à peu près 6 mm/Hg. Par contre, l'oxygène, c'est beaucoup plus. Donc ici, vous avez 60 mm/Hg. Donc la différence, le gradient, entre parenthèses, le gradient de concentration, le gradient de pression est beaucoup plus important pour l'oxygène que pour le CO2. Alors maintenant, au niveau des alvéoles, quand l'air arrive, il va diffuser une diffusion simple parce que vous savez que donc ce sont des gaz. Donc les gaz sont des enfin c'est des c'est hydrophobe, c'est liposoluble, donc ça diffuse facilement, ça traverse facilement les membranes, et la diffusion des gaz donc suit selon la diffusion simple, donc selon la loi physique de Fick relatif aux diffusions de gaz. Alors ici, c'est le flux net de diffusion. Donc vous voyez bien que la vitesse de diffusion de ces gaz dépend de la surface, donc la surface de la membrane, fois le coefficient de diffusion de Krog. Regardez bien. Bien sûr, ça, sans entrer dans les détails, vous pouvez le chercher, c'est quoi. Donc vous allez voir qu'il dépend de plusieurs facteurs, ce coefficient. Et parmi ces facteurs, vous avez par exemple la température, probablement aussi le rayon le volume, enfin le diamètre de la molécule, etc. Alors, fois la différence de pression divisée par l'épaisseur de la membrane. Alors, vous voyez bien, donc, si on raisonne comme ça, par exemple pour l'oxygène ou le CO2, regardez bien, la différence, donc ça et ça ne change pas, mais ça, plus ou moins, et ça, la différence de pression va changer. En fait, pour l'oxygène, une différence de pression entre le sang désoxygéné et air alvéolaire, c'est 60, la différence de pression. Or, pour le CO2, vous avez 6. Donc ici, on va croire que donc l'oxygène, il va diffuser, il a une vitesse de diffusion plus importante que le CO2. Mais c'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le CO2, finalement, il a un coefficient de diffusion, le coefficient K de Krog, est 23 fois plus supérieur que l'oxygène. Donc réellement, le CO2 diffuse beaucoup plus facilement que l'oxygène. Donc, cette pression, le gradient de pression ici de CO2 qui est faible, va être compensé par la supériorité du coefficient de Krog. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, l'oxygène, il passe à peu près de la même façon, donc la même vitesse que le CO2.
Alors, le trajet de diffusion entre les alvéoles et les érythrocytes de 1 à 2 micromètres. Donc, il faut savoir que l'oxygène, quand il passe des alvéoles vers le sang, donc il doit traverser une épaisseur de 1 à 2 micromètres. Cette épaisseur est constituée de quoi? Alors, vous avez ici un petit schéma, ici, regardez. Alors, regardez ça, c'est l'alvéole pulmonaire, alvéole, qui est formée par, regardez, pneumocytes de type 1. Donc, ici, dans le schéma, on en a deux. Vous avez à l'intérieur, bien sûr, les macrophages qui sont abondants. Vous avez ici le pneumocyte de type 2 qui sécrète le surfactant, regardez, surfactant, donc qui baisse la tension superficielle. Et vous avez ici un capillaire sanguin. Vous voyez un capillaire sanguin. Et là, vous avez les globules rouges. Donc, la membrane alvéolo-capillaire, regardez, elle est constituée donc de la membrane donc du pneumocyte de type 1, de l'alvéole. Vous avez aussi un espace intercellulaire, regardez ici, donc ça c'est l'espace intercellulaire, donc au niveau du parenchyme pulmonaire. Et vous avez ici le capillaire, la membrane du capillaire qui est l'endothélium. Alors donc l'oxygène, il va traverser toute cette membrane pour arriver au niveau des globules rouges. Et vice-versa pour le CO2 qui passe du capillaire sanguin vers l'alvéole. Alors, donc, ici dans le texte, donc, on a mis 1 à 2 micromètres. Alors, donc ici, au repos, par exemple, l'alvéole est en contact, en laps de temps de 0,75 secondes au repos. C'est le globule rouge sera en contact avec l'alvéole uniquement. C'est-à-dire, c'est le temps de contact. Parce que vous savez que le sang circule, les globules rouges, donc, en quelque sorte, circulent rapidement dans les capillaires sanguins. Donc, en 0,75 secondes, c'est là le temps de contact avec l'alvéole. C'est à ce moment-là, c'est pendant ce temps-là que les échanges se font. Donc, le CO2 et l'oxygène, etc. Passe côté de l'autre. Alors, pour la diffusion du CO2, donc on l'a dit déjà. Alors, donc, voilà. Lors d'un travail physique, le débit cardiaque élevé. Donc ici, la circulation sanguine, elle est beaucoup plus importante. Le temps de contact entre globules rouges et alvéoles chute jusqu'au tiers de sa valeur de... C'est-à-dire, quand il y a un effort physique, ben, le temps de contact, il va chuter. C'est-à-dire 0,75 divisé par 3. Vous voyez bien, parce que donc, ça dépend de la vitesse de circulation du sang. Et c'est-à-dire pendant ce laps, il faut qu'il y ait des échanges. Alors, regardez bien ce schéma. Donc, ça, c'est des schémas bien parce qu'il est bien présenté. Ça, c'est le globule rouge. Attention, ici, c'est en millimètres Hg. Donc, la pression d'oxygène, ici, 105. On a dit dans le cours 100. C'est pas méchant parce que c'est des fourchettes, ça dépend. Hein. C'est juste une petite fourchette. Ça ne diffère pas de beaucoup. Donc, la pression du CO2, c'est 40. Donc, vous avez les échanges. Donc, regardez ici, c'est donc artère pulmonaire. Ça ramène du sang désoxygéné. Et il va y avoir, donc voilà, donc la différence de la pression. Donc, ici, donc 45, le CO2, c'est plus important que 40. Donc, le CO2, il va passer. Ici, c'est 105 par rapport à 40. Donc, bien sûr, le sang, il va passer. Donc, jusqu'à égalisation 105. Donc, normalement, les artères ou les artérioles qui sortent des poumons, elles doivent avoir 105 mm Hg ou 100 mm Hg égale à la pression des alvéoles. Mais bien sûr, dans la veine pulmonaire, celle qui sort des poumons, pardon, ici, c'est pas artériole, ici, c'est des veines, parce que ici, ça va nous donner donc la veine pulmonaire. Donc, dans les veines pulmonaires qui arrivent au niveau du sang, en fait, il n'y a pas 105 ou 100 mm Hg d'oxygène, il va y avoir moins.
Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce niveau, certainement vous avez fait ça en anatomie, il y a des veines qui déversent leur sang, elles viennent du parenchyme pulmonaire vers ces veines pulmonaires et ce sang qui est déversé, il est riche en CO2 et donc il est pauvre en oxygène et donc ça diminue la proportion de l'oxygène qui arrive exactement au niveau de l'oreillette gauche. Alors, au niveau des tissus, la même chose. Donc, vous avez ici la pression d'oxygène inférieure à 40. Donc, ici, l'oxygène passe. Donc, vous voyez, ici 40. Pardon, ici 105. Donc, il passe dans les cellules. Et CO2, il est supérieur à 45. Donc, il est supérieur à 40. Donc, il passe d'un milieu, en quelque sorte, la pression élevée, vers un milieu, la pression partielle est faible. C'est comme quand on a fait le cours euh, selon le gradient de concentration, d'une concentration plus élevée vers une concentration moins élevée. Hein? Donc ici, vous avez une petite remarque, des remarques ici. Alors, chez une personne au repos, les cellules des tissus n'ont besoin en moyenne que de 25% de l'oxygène disponible. Alors, une personne au repos, elle consomme 25% d'oxygène dans le sang, la totalité d'oxygène qui est dans son sang. C'est-à-dire, en réserve, il lui reste 75% d'oxygène. Ça, c'est euh, la réserve. Donc, le sang désoxygéné contient 75% d'oxygène. Vous voyez bien, il ne contient pas moins ou zéro, comme certains le croient. Alors, vous avez, lors d'un effort physique, la teneur en O2 de son désoxygéné tombe sous les 75%. Donc, c'est 75% de réserve d'oxygène dans le sang. Donc, le corps humain peut les utiliser dans le cas de besoins très accrus. C'est-à-dire, par exemple, un effort physique très intense et un manque d'oxygène, donc ça permet à l'organisme c'est-à-dire de le maintenir un petit peu longtemps, etc. Alors, pour la remarque 2, oui, quand on s'élève en altitude, la pression atmosphérique totale diminue. Oui, ça, il faut le savoir. Donc, par exemple, au niveau donc, 160 mm Hg, au niveau de la mer, ou 150 mm Hg, quand on monte en altitude, cette pression atmosphérique, elle diminue. Alors, il faut savoir que pour l'oxygène, la proportion ou la fraction des gaz, de tous les gaz, de l'oxygène, du CO2, tout, ne diminue pas. Donc, c'est la pression partielle de l'air atmosphérique qui diminue. Donc, quand on va calculer la pression partielle d'oxygène, automatiquement, elle va être chutée. Elle va être basse. Alors, ici, au niveau de la mer, par exemple, 110 mm Hg à 3050, et elle passe cette pression atmosphérique à 73 mm Hg à 6100 mètres. Bien que l'O2 représente toujours, donc ici 21%, c'est la fraction d'oxygène, la pression d'O2 de l'air inspiré diminue à mesure que l'altitude augmente. Donc automatiquement, puisque la pression atmosphérique diminue, la pression partielle d'oxygène diminue. Donc la pression d'O2 alvéolaire diminue proportionnellement de sorte que l'O2 diffuse plus lentement dans le sang. Donc ici, en altitude, quand on part pour la première fois en altitude, puisque la pression partielle d'oxygène diminue, automatiquement, elle va diminuer au niveau alvéolaire et là, le corps, il va le ressentir. Donc, il va y avoir une diffusion lente dans le sang, puisque la pression partielle, il va passer, l'oxygène va passer parce que sa pression est toujours supérieure à celle dans le sang, au niveau des poumons. Mais il y aura, c'est-à-dire un passage lent. Donc, on va voir mal d'altitude, souffle court, maux de tête, fatigue, insomnie, nausée, étourdissement. Et là, ça, c'est pendant
les premières périodes, le premier temps, un jour ou deux, en altitude, et ça dépend. Hein. Si c'est l'altitude qui n'est pas importante, c'est pendant quelques heures. Mais après, c'est l'altitude, ça dépend de l'organisme, la réaction de l'organisme. Et bien sûr, le corps, il peut réagir autrement, c'est-à-dire pour compenser ce manque d'oxygène, ça stimule une hormone qui se trouve au niveau, qui est fabriquée par le rein, l'hémato, euh, c'est érythropoïétine, pardon, l'érythropoïétine qui est stimulée suite à une diminution de la pression euh, sanguine d'oxygène. Et là, cette érythropoïétine va donc stimuler la production des globules rouges dans le sang. Donc, à défaut d'avoir une concentration élevée d'oxygène, une pression partielle élevée d'oxygène, on va avoir beaucoup de globules rouges qui vont être fabriqués pour capter le maximum d'oxygène. Donc, ça, c'est une régulation. Ah, voilà. Alors, maintenant, on va voir comment l'oxygène est transporté dans le sang. Alors, il faut savoir une chose. Donc, l'oxygène, il est à 99,5% est fixé à l'hémoglobine. C'est-à-dire, ce qui reste, il est dissous. Alors, très petite quantité. Alors, 0,3 millilitres dans le sang artériel et 0,1 millilitre dans le sang veineux. Mais en majorité, il est combiné à l'oxygène, à l'hémoglobine. Voilà. Alors, l'hémoglobine, quand elle fixe l'oxygène, on l'appelle l'oxyhémoglobine, HbO2. Ouais. Et l'hémoglobine réduite représente la forme non oxygénée. Alors, le CO2, donc il ne faut pas oublier aussi que une petite quantité aussi d'hémoglobine fixe le CO2, ce qu'on appelle carbéhémoglobine. Donc l'hémoglobine fixe beaucoup plus l'hémoglobine que le CO2. Donc vous voyez, donc la majorité est fixée par l'hémoglobine. Voilà. Donc la forme combinée, c'est-à-dire l'oxygène combiné à l'hémoglobine, se révèle être quantitativement la forme de transport préférentiel de l'oxygène. Hein? Alors maintenant, on appelle saturation en oxygène. Saturation en oxygène, le rapport hémoglobine oxygénée sur hémoglobine oxygénable. C'est-à-dire, on a la quantité d'hémoglobine qui peut être oxygénée et on a l'hémoglobine oxygénée. Donc, c'est le rapport hémoglobine oxygénée sur hémoglobine oxygénable, ce qu'on appelle la saturation en oxygène. Donc, bien sûr, ici, toujours en physiologie respiratoire, donc on dessine une courbe de saturation, ce qu'on appelle la courbe de saturation. Donc, la saturation de l'oxygène et donc le mode d'expression de l'oxygène combiné. Donc, on va passer à cette courbe. Elle est là. Voilà, vous voyez la courbe. Donc, ici, c'est la saturation de l'hémoglobine, c'est-à-dire ici, c'est la quantité d'hémoglobine. Donc, vous voyez un pourcentage. C'est l'hémoglobine oxygénée par rapport à l'hémoglobine oxygénable. Vous avez ici, par exemple, 100%. Donc, par contre, regardez, il y a... Alors, ici, sans l'axe des abscisses, vous avez les pressions partielles d'oxygène. Alors, vous voyez bien que donc, le maximum, donc c'est une courbe sigmoïde, le maximum, elle n'arrive pas à 100%. C'est-à-dire ici, la quantité, le pourcentage d'hémoglobine, vous avez donc 98%. Donc, vous voyez, 98% d'hémoglobine est oxygénée dans des conditions normales, c'est-à-dire au niveau, par exemple, pulmonaire, au niveau des poumons. 98%. Donc, ce n'est pas 100%. La relation entre la saturation d'oxygène et la pression d'oxygène représente une sigmoïde. Donc, c'est la courbe pour laquelle on peut décrire deux régions remarquables. Alors, regardez, là, on va un petit peu la décortiquer
cette courbe de saturation. Donc ça, c'est la saturation. Et c'est les, les pressions partielles d'oxygène. Alors regardez bien, donc ici, la forme de plateau, on a deux formes. Ici, forme plateau, et après, ici, on a très en pente. Alors, forme de plateau, ici, ça correspond donc à une sigmoïde qui correspond à des pressions partielles très élevées, celles qu'on trouve au niveau des poumons. Regardez les poumons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand la pression partielle d'oxygène est élevée, l'hémoglobine fixe facilement en grande quantité l'oxygène. Le fixe facilement. Alors, regardez, on passe. Alors, ici, bien sûr, les pressions sont données en kilopascal. D'accord? Mais vous pouvez les convertir en millimètres Hg. Alors, si on passe de 13,3 à 10,7 ou même à 8, ici, c'est une chute importante. Mais, regardez bien, la saturation ne chute pas beaucoup. C'est-à-dire, elle ne chute pas beaucoup, la saturation. Donc, ici, on peut dire que les concentrations, les pressions partielles élevées d'oxygène favorisent la fixation d'oxygène à l'hémoglobine. Alors, en quelque sorte, d'une façon très simple, quand la pression d'oxygène est très élevée, l'hémoglobine le fixe facilement d'une grande quantité, c'est-à-dire l'affinité de l'hémoglobine augmente. Par contre, au niveau des tissus, regardez les pressions qu'on trouve au niveau des tissus, sont trop faibles. Quand les pressions partielles au niveau des tissus chutent parce que les cellules consomment l'oxygène, alors le globule rouge qui vient au niveau tissulaire et trouve ces pressions partielles très chutées, regardez, si on passe de 5,3 à 2,7, regardez la saturation. Donc ici, donc, il va y avoir une diminution très importante de l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène. Alors ici, qu'est-ce qu'il va faire le globule rouge? L'hémoglobine, elle va relâcher l'oxygène facilement. Donc, c'est facile, c'est très facile. Donc, au niveau pulmonaire, les pressions partielles d'oxygène élevées, donc l'hémoglobine fixe facilement, il a une affinité importante pour l'oxygène. Arrivé au niveau tissulaire où les pressions partielles sont trop basses, ça aide à diminuer l'affinité de l'oxygène de l'hémoglobine pour l'oxygène et donc l'hémoglobine le relâche facilement. Voilà. Donc c'est ça alors, maintenant, regardez bien une chose. Lorsque localement, donc qu'est-ce qu'on a dit au niveau tissulaire? La diminution de la pression partielle d'oxygène diminue l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène et donc facilite donc son détachement. Mais vous avez aussi d'autres facteurs qui facilitent le détachement de l'oxygène de l'hémoglobine, c'est-à-dire des facteurs qui diminuent l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène. Donc facilite aussi la libération d'oxygène au niveau tissulaire. Par exemple, au niveau tissulaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une augmentation de la température. Il y a aussi libération des protons H+, et aussi le CO2, libération. Donc, et vous avez également un autre facteur qui est libéré, qui est, voilà, attendez, il est ici, voilà, l'augmentation de la température, des ions H+, de la pression partielle de CO2, ici l'augmentation de la pression partielle de CO2, ici au niveau tissulaire, de la concentration en 2,3-diphosphoglycérate qui est un métabolite de la glycolyse dans les érythrocytes. Alors tous ces facteurs au niveau tissulaire provoquent un déplacement de la courbe de saturation de l'hémoglobine en oxygène vers la droite. Vers la droite, c'est-à-dire ici, elle va déplacer cette courbe comme ça. C'est-à-dire on va la voir comme ça, vers la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, si elle se déplace vers la droite, la courbe, ça veut dire
l'hémoglobine a une affinité très faible à, à l'oxygène. C'est-à-dire l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène diminue. Alors tous ces facteurs, donc vous avez les protons H+, le métabolite qui est libéré par les érythrocytes, donc les protons H+, le CO2, l'augmentation du CO2 et la diminution de la pression partielle d'oxygène, tout ça font que l'hémoglobine diminue l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène et donc relâche l'oxygène facilement au niveau tissulaire et la courbe se déplace vers la droite. Et le contraire, au niveau maintenant pulmonaire. Au niveau pulmonaire, la température n'augmente pas, donc elle baisse. Vous avez moins de CO2, vous avez plus d'oxygène, vous avez moins de... Donc aussi, voilà. Et tout ça, tous ces facteurs vont déplacer la courbe vers la gauche. C'est-à-dire que l'hémoglobine a une affinité importante pour... Ça augmente l'affinité pour l'oxygène, l'hémoglobine, et donc ça déplace vers la gauche. Voilà. Donc, tous ces facteurs aident à la fixation. Donc, au niveau pulmonaire, c'est pour la fixation d'oxygène. Au niveau tissulaire, c'est pour la libération d'oxygène. Donc, si vous avez par exemple la myoglobine, alors la myoglobine, donc c'est l'hémoglobine qu'on trouve dans les muscles squelettiques, d'accord? Le muscle. Donc, vous savez que la myoglobine, elle capte l'oxygène du sang. Donc, elle doit avoir une affinité, la myoglobine, donc cette hémoglobine doit avoir une affinité pour l'oxygène supérieure à l'hémoglobine qui se trouve dans le sang. Donc, sa courbe de dissociation de la myoglobine, elle va être placée à droite ou à gauche. Automatiquement, si elle a une affinité plus importante à l'oxygène, donc elle va être déplacée, si on la dessine, elle sera déplacée à gauche par rapport à celle de l'hémoglobine. Voilà, on peut prononcer que celle de l'HB. On est de même. L'HB fétal, l'hémoglobine fétale, la même chose. L'hémoglobine fétale, il doit avoir une affinité supérieure même à celle de la myoglobine, donc elle va être toujours beaucoup plus penchée vers la gauche. Maintenant, le monoxyde de carbone, alors ça, c'est un gaz. Alors, ça, c'est un gaz qui a une affinité très, très importante pour l'oxygène. L'hémoglobine a une affinité maximale pour le CO. Donc, un gaz qui est toxique et dangereux. Donc, ici, la pente sera extrêmement abrupte. Donc, ici, je ne sais pas, je vais vous faire rapidement un petit schéma ici, juste pour expliquer ça. Alors, donc, si on dessine, regardez bien, ça, je vais faire la saturation d'oxygène. Ça, c'est les concentrations d'oxygène dans l'ordre des abscisses. Alors, ça, c'est notre hémoglobine. Hémoglobine, alors, donc, je vais faire à peu près la même que tout à l'heure. Voilà. Voilà, ça, c'est l'hémoglobine. Ça, c'est la myoglobine. Donc, celle qu'on trouve au niveau des muscles squelettiques rouges, elle va être déviée vers donc, la gauche. Alors, vous avez vers la gauche, donc elle a une affinité plus importante. Après, on va prendre donc l'hémoglobine fétale qui va dévier. Donc, regardez bien. Oups. Attendez. Je le dessine bien comme ça. Regarde. Voilà, fétale. Hémoglobine fétale. Voilà. Maintenant, si on prend le CO, généralement, c'est comme ça. C'est la même couleur. Bon. Je vais prendre le jaune pour le CO. Voilà, le CO, il a une affinité l'hémoglobine a une affinité extrêmement importante pour le CO. C'est pourquoi le monoxyde de carbone, il est très dangereux.
même à des pressions partielles très très faibles. Parce que tout simplement, l'hémoglobine, il a une affinité, il l'adore. C'est-à-dire, s'il y a eu des petites quantités, il le fixe, il largue l'oxygène et donc il va y avoir une asphyxie, c'est très dangereux. Et le seul, enfin, si on arrive à sauver une personne, si c'est pas trop tard, bien sûr, il faut faire c'est-à-dire, il faut mettre de l'oxygène pur, une respiration artificielle, de l'oxygène pur pour augmenter la pression partielle au niveau des alvéoles. C'est-à-dire au niveau des alvéoles, on ne va pas avoir 100 mmHg d'oxygène qui est naturellement présente. Il faut qu'elle soit plus élevée. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon pour évincer, écarter le CO2 de l'hémoglobine. Il faut vraiment augmenter la pression partielle d'oxygène. Alors, là, je pense qu'on a terminé pour l'oxygène. Maintenant, pour le CO2. Alors, le CO2, alors on a dit pour l'oxygène, il y a deux formes. Une forme vraiment de transport qui est faible, c'est l'oxygène dissoute dans le plasma. Et vous avez la majorité, c'est combiné à l'hémoglobine. Maintenant, donc, pour le CO2, vous avez trois formes de transport. Alors, la première, c'est la forme dissoute. Alors, dissoute dans le plasma, voilà, et aussi dans la matrice globule rouge, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur du globule rouge, l'eau. Donc, dissoute, vous avez à peu près, et bien sûr, la majorité, c'est en plasma, donc vous avez 7%. Donc, ce n'est pas vraiment, voilà, dissoute. Alors, le coefficient de solubilité de CO2 étant 20 fois supérieur à celui de l'oxygène. C'est-à-dire, si on prend le sang artériel, on va voir la quantité d'oxygène et la quantité du CO2, ben, on va la voir plus importante, cette dissoute, plus importante pour le CO2. Alors, maintenant, on va passer aux formes combinées. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'hémoglobine fixe de CO2. Donc, les formes combinées du CO2 qui représentent la majeure partie de transport. Alors, formes combinées, vous avez deux. Alors, la première, donc, celle qui se lie à l'hémoglobine et aussi un petit peu aux protéines plasmatiques. Alors, donc vous avez carbahémoglobine. Carbahémoglobine représente les composés carbaminés, donc celle qui se lie à l'hémoglobine, 23%. Et donc le grand pourcentage de transport, c'est-à-dire là, parce qu'il va nous rester combien? 70%. Alors 23, 7 c'est 30, il va nous rester 70%. Donc 70% de CO2 est transporté sous forme de bicarbonate. Voilà. Donc, on va expliquer. Donc, voilà, trois formes. Une forme dissoute dans le plasma. Donc, vous avez 7%. Forme combinée à l'hémoglobine, qu'on appelle carbahémoglobine ou composé carbaminé, 23%. Et la forme sous forme de bicarbonate, 70%. Alors, donc, on va expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe. Donc, on prend un schéma, comme ça. Regardez, ça, ce schéma. Donc, je vais un petit peu... Voilà. Donc, ici, vous voyez un globule rouge. Et là, vous avez... C'est au niveau tissulaire, ici. Tissu. Alors, le CO2, quand il est libéré, donc il diffuse facilement. Donc, il y a une quantité qui est dissoute dans le plasma et une quantité dissoute dans le globule rouge. Alors, sous l'effet de l'anhydrase carbonique qui se trouve uniquement dans les cellules, le CO2 est transformé en acide carbonique qui se dissocie en bicarbonate et en proton H+. Donc, ici, cette réaction elle est catalysée par l'anhydrase carbonique. Donc, elle est toujours dans les cellules. Donc, cette réaction, elle est faible à l'extérieur des cellules. Donc, vous avez du CO2, le CO2 qui se fixe à l'hémoglobine, regardez bien, et donc ça forme des composés carbaminés, comme on l'a dit, et la présence du CO2 va
donc ici, attention, va diminuer l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, en fait, ce phénomène, on l'appelle donc le phénomène de Bohr. Bohr, ça s'écrit B-O-H-R. Le phénomène de Bohr est l'effet par lequel une augmentation du CO2 et de l'acidité dans le sang diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, donc favorisant ainsi sa libération au tissu. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc vous avez ce phénomène de Bohr, donc vous avez la présence du CO2, forme de carbaminé, mais aussi donc la production des protons H+, qui vont être fixés par de l'hémoglobine aussi. De l'hémoglobine, donc ces deux phénomènes font que l'hémoglobine diminue son affinité pour l'oxygène et donc l'oxygène est libéré. Alors, donc, on a dit donc les protons, les protons H, les bicarbonates qui sont formés à partir de cette réaction. Donc, bien sûr, il y en a une grande quantité de ces bicarbonates qui vont être formés et une grande quantité des protons H+. Donc, le pH du globule rouge ne change pas. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine l'a fixé. Donc, c'est un tampon. Il a tamponné l'hémoglobine. Donc, les protons H+, donc vous voyez, ça aide à libérer l'oxygène aussi. Maintenant, il y a beaucoup de bicarbonates qui sont dans la cellule. Et ça, c'est un petit peu dangereux parce que si elles restent dans le globule rouge, elles risquent d'alcaliniser le milieu. Il devient alcalin. Or, le pH ne change pas. Aussi, ce sont des grosses molécules. Donc, surtout, c'est par rapport au pH. Donc, ça risque d'alcaliniser le milieu. Donc, mais, fort heureusement, la membrane des globules rouges contient donc un échangeur d'anions. On l'a déjà vu l'année passée, vous vous rappelez. L'échangeur d'anions qu'on appelle la bande 3. Donc, c'est grâce à cet échangeur d'anions que les bicarbonates sont expulsés dans le plasma et le chlore entre, c'est-à-dire c'est un antipore, donc le chlore entre. Le chlore, vous savez, il ne change pas le pH de intracellulaire. Donc, on peut dire 2/3 des bicarbonates qui sont formés dans le globule rouge sont expulsés dans le plasma. 2/3 à peu près. Voilà. Alors, donc, cet échangeur, regardez, qu'est-ce qui le fait fonctionner? En fait, c'est l'augmentation de la concentration des bicarbonates qui le fait fonctionner de cette façon. C'est-à-dire, les bicarbonates sortent. Voilà. Maintenant, ce même globule rouge, quand il va arriver au niveau de l'alvéole pulmonaire, qu'est-ce qui va se passer? En fait, à ce niveau, tous les CO2 gazeux dissous qui se trouvent ici vont quitter le sang, les globules rouges, pour aller dans l'alvéole. Et donc, la quantité de CO2 ici va diminuer. Alors, comme vous voyez, la réaction, elle est en deux directions. Alors, dans le tissu, elle a pris cette direction parce qu'il y a une grande quantité de CO2, mais dans les alvéoles, le CO2 diminue, donc elle va prendre cette réaction. Donc, les bicarbonates et les protons H+, qui se trouvent dans bien sûr, la présence d'oxygène, une grande concentration d'oxygène font que les bicarbonates, l'hémoglobine, elle va libérer les protons H+, et également, elle libère le CO2 ici. Donc, c'est le contraire qui va se passer. Donc, ici, les CO2 qui vont être libérés à ce niveau vont tous se transformer, les protons H+, vont tous se transformer avec les bicarbonates qui se trouvent ici en H2 et CO2. Et comme ça, et le CO2, il va quitter. Donc, on va avoir cette flèche. Donc, comme ça, la réaction va se dérouler comme ça. Mais après, bien sûr, la concentration des bicarbonates va diminuer dans le globule rouge. Et donc, cet échangeur, il va fonctionner dans le sens inverse. Il va propulser, donc les bicarbonates qui se trouvent dans le plasma, elles sont en grande concentration, elles vont passer du plasma vers le globule rouge et le chlore, il va être expulsé. Donc,
tous les 2 tiers qui sont passés dans le plasma, ils vont tous retourner dans les globules rouges pour être transformés en CO2 et donc après, bien sûr, le CO2 diffuse dans des alvéoles pulmonaires. Donc, ce qu'on appelle le phénomène de hamburger. Bon, ça dépend c'est un nom propre. Donc, pour le transport. Alors, vous voyez bien, donc, la forme la plus importante, c'est-à-dire la conclusion, la forme la plus importante de transport du CO2, c'est un transport sous forme de bicarbonate et il est transporté surtout dans le plasma. D'accord? Parce que même plus de 2 tiers se retrouvent dans le plasma. Mais bien sûr, il faut qu'il retourne dans le globule rouge pour se transformer en CO2. Voilà pour donc, le transport du CO2 dans le sang. Alors, maintenant, on va passer à la régulation de la respiration. Bien sûr, comme la régulation cardiovasculaire, on a aussi une régulation de la respiration. Et le centre de la régulation se situe au niveau du bulbe rachidien. Alors, donc, ici, au repos, les cellules de l'organisme consomment environ donc, voilà, 200 millilitres d'O2 par minute pendant un exercice intense. La consommation peut être de 15 à 20 fois plus élevée. Donc, il faut adapter la respiration aux exigences du corps, aux exigences métaboliques. Ça dépend dans quelle situation on se retrouve. Est-ce qu'on se retrouve dans un état d'exercice physique, d'activité physique ou dans un cas donc de repos. Alors, les centres de respiration. Donc, il faut retenir 3 centres. Alors, le premier centre, c'est le centre bulbaire, qui se trouve au niveau du bulbe rachidien. Il est responsable de la rythmicité. Donc, on a deux, bien sûr, ici, on raisonne selon un côté. C'est-à-dire, si on raisonne selon un côté, donc de l'autre côté, il y en a la même chose. Parce qu'au niveau du système nerveux, on vous a dit déjà plusieurs fois, il y a une symétrie totale. Donc, il y a gauche à droite. Donc, vous avez la respiration est soumise à une régulation centrale. Les muscles respiratoires, bien sûr, la respiration. Qu'est-ce qui fait gonfler ou donc expirer ou respirer, donc changer le volume pulmonaire, sont les muscles respiratoires. Quand ils se contractent, on l'a déjà vu, et quand ils se relâchent. Alors, les muscles respiratoires sont innervés par les nerfs des racines cervicales et thoraciques. On vous a donné les nerfs. Ces motoneurones, bien sûr, ce sont des motoneurones, sont reliés à des nerfs d'origine bulbaire qui constituent les voies des neurones à activité respiratoire. Voilà. Donc, vous avez... Alors, là, il faut que j'utilise comme ça, c'est plus... Alors, vous avez... Alors, on va faire un petit schéma comme ça, un côté uniquement, bulbe. Ça, c'est le bulbe. Voilà. Ça, c'est le bulbe rachidien. Alors, on va prendre uniquement un côté. Donc, vous avez alors 2 centres. Vous avez un centre inspiratoire. Là. Bon. Il me faut une souris. Là, ce n'est pas avec une souris que je travaille. C'est pourquoi ce n'est pas évident. Alors, voilà. Je veux faire comme... Voilà, un centre donc inspiratoire. Donc, je vais le mettre en orange, en jaune. Voilà. Un centre inspiratoire. Et vous avez un autre centre expiratoire. Voilà. Alors, un centre inspiratoire, un centre expiratoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le centre inspiratoire fonctionne. Alors, on voit le centre inspiratoire pendant la respiration de repos. On a dit que l'inspiration est elle est active. C'est-à-dire, il y a contraction des muscles inspiratoires. Donc, pendant 2 secondes, le centre inspiratoire envoie des influences, donc des dépolarisations vers les muscles inspiratoires et le diaphragme. Pendant 2 secondes. Et il s'arrête pendant 3 secondes. Il fonctionne toujours comme ça. Donc,
je répète, pendant la respiration repos. Donc, le centre inspiratoire envoie des efférences et des polarisations via les motoneurones vers les muscles inspiratoires pendant 2 secondes. Et il se repose, il est pendant 3 secondes. C'est pendant ces 3 secondes, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une expiration. Donc, c'est le relâchement, c'est expiration repos, elle est passive. C'est-à-dire ici, le centre expiratoire, il ne fonctionne pas pendant la période de repos. Voilà. Donc, si vous prenez par exemple pendant l'inspiration et l'expiration, donc on a 5 secondes. Et pendant 1 minute, si vous prenez alors 60 divisé 5 secondes, donc 60 secondes divisé 5 secondes, vous allez trouver 12. Donc vous avez 12 donc expiration, la fréquence respiratoire. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. D'accord? Ça, c'est pendant le repos. Alors, pendant le repos, le centre expiratoire, il n'envoie pas de signaux. Mais pendant une respiration forcée, alors là, c'est autre chose. Donc, il va y avoir, bien sûr, intervention de ce centre expiratoire. Alors, attendez, on est arrivé. Au bout de ces 2 secondes, l'air inspiratoire devient inactif et les influx nerveux cessent. Ne recevant aucun influx nerveux, les muscles inspiratoires se relâchent pendant 3 secondes. Ensuite, le cycle recommence. Ça, c'est pendant la respiration de repos. Les neurones de l'air expiratoire sont inactifs devant la respiration de repos. Voilà, ça, c'est important. Par contre, durant la respiration forcée, les influx nerveux émis par l'air inspiratoire activent l'air expiratoire qui émet des influx nerveux responsables de la contraction des muscles intercostaux internes Alors là, c'est pendant la respiration forcée cette fois-ci. Forcée. Donc, s'il y a une respiration forcée, une inspiration forcée, une expiration. Donc, les neurones inspiratoires sont intensément stimulés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se faire dans ce cas-là? Ils vont envoyer des stimulations vers le centre expiratoire et donc là, on va avoir une expiration forcée et donc ce centre va stimuler les muscles expiratoires, les muscles expiratoires, c'est-à-dire accessoires, ceux qui interviennent dans l'expiration forcée. Voilà, parce qu'on a dit l'expiration au repos, c'est un relâchement des muscles respiratoires qui ont été contractés lors de l'inspiration. On va passer, donc ici, au niveau du bulbe, on a ces 2 centres, donc je vous ai dit c'est un côté, centres qui sont actifs, comme on l'a expliqué tout à l'heure, au repos, et il faut faire la différence au repos et pendant la respiration forcée. Maintenant, on va passer à un autre centre de respiration qu'on appelle le centre pneumotaxique. Alors, c'est le centre de rythmicité bulbaire. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, le centre inspiratoire, il est stimulé pendant 2 secondes et il s'arrête 3 secondes. Donc ça, c'est une rythmicité, mais en fait, quelle est la structure qui lui donne cette rythmicité? Donc on pense que le centre pneumotaxique c'est le centre de rythmicité, c'est lui qui donne cette rythmicité au bulbe. Donc si on dessine le schéma ici, regardez, je vais dessiner ce centre pneumotaxique qui est situé en haut, parce que vous avez le bulbe, le tronc cérébral, vous avez le bulbe, après en haut, donc vous avez le pont, P-O-N-T, donc c'est une région. Après, en haut du pont, vous avez le mésencéphale. Donc la région pontique, donc vous avez une région supérieure et inférieure. En fait, ce centre pneumotaxique, il est situé dans une région, la région supérieure une région supérieure du pont. Donc
ici, on peut faire une petite flèche comme ça. Voilà. Là, donc, il stimule, voilà, il stimule le centre inspiratoire et lui donne donc la rythmicité. Je vais lui faire un petit plus ici. Voilà, un plus ici. Le centre pneumotaxique. On continue. Alors, donc ici, situé dans la partie supérieure du pont et transmet les influx inhibiteurs. Ah, pardon, c'est influx inhibiteurs. Ah oui, je m'excuse. Ici, j'ai mélangé avec autre chose. Alors ici, on va corriger, je m'excuse. Alors c'est, en fait, donc, le, ce centre inspiratoire, il est stimulé. Donc s'il n'est pas inhibé, il sera toujours stimulé. Donc il est stimulé pendant 2 minutes et 2 secondes et il est inhibé pendant 3 secondes. Je m'excuse parce que là, ça m'a mélangé. Donc le centre pneumotaxique inhibe ce centre et il inhibe, donc c'est ce qui donne la rythmicité. Donc il inhibe 3 secondes. Alors, situé dans la partie spontanée avant que le principal effet, c'est stimule nerveux de contribuer à freiner l'air inspiratoire avant que les poumons ne se gonflent trop. Ces influx limitent la durée de l'inspiration. Voilà, quand le centre pneumotaxique devient plus actif, la fréquence respiratoire augmente puisque la durée de chaque cycle d'inspiration-expiration diminue. Donc, si le pneumotaxique devient plus actif, tout simplement, donc le temps de l'inspiration diminue. Donc la durée de chaque cycle inspiration-expiration diminue, bien sûr, puisqu'on, c'est-à-dire l'inspiration diminue, donc on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, pardon, la fréquence respiratoire. Alors donc ici, tout simplement, donc le centre pneumotaxique. Alors, puisqu'il inhibe donc il reçoit des afférences, certainement, il reçoit des afférences à partir des poumons de la cage thoracique. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand il y a une inspiration, donc le centre inspiratoire stimule l'inspiration, donc il va y avoir un gonflement. Donc à ce niveau, il y a des tensorécepteurs, des mécanorécepteurs qui détectent l'étirement, le degré d'étirement. Et bien sûr, ce degré d'étirement, le centre pneumotaxique va avoir des afférences, des renseignements. Et c'est pour cette raison qu'il freine ce centre inspiratoire pour, bien sûr, éviter que les poumons gonflent, c'est-à-dire pour limiter la distension de la cage thoracique. Alors, on a aussi un autre centre qui est le centre apneustique. Ah voilà, c'est ce centre qui stimule. Le centre apneustique, la coordination de la transition entre l'inspiration et l'expiration dépend également d'une région de transition appelée centre apneustique, qui est situé dans la partie. Alors ça, ce centre, on le trouve dans la partie inférieure du pont, c'est-à-dire au-dessous du centre pneumotaxique. Ce centre active l'air inspiratoire par des influx excitateurs qui prolongent l'inspiration. Voilà, c'est ce centre il en résulte une inspiration longue et profonde. Voilà, donc ce centre, j'ai mélangé un petit peu les. Alors, on va mettre ce centre en bas. Il est situé ici, regardez. Voilà, centre. Bon, on va le mettre ici. Il va donc stimuler donc, le centre apneustique qu'on appelle. Donc, il va stimuler le centre inspiratoire du bulbe. Voilà. Je vais mettre un plus. Donc, logiquement, quand le centre pneumotaxique est stimulé d'une façon importante, ce centre il inhibe également donc, le centre apneustique.
va l'inhiber aussi. Voilà. Donc ici, ce centre active l'air respiratoire par des influx excitateurs, on parle d'apnéustique, qui prolonge l'inspiration. Il en résulte une inspiration longue et profonde. Quand le centre pneumotaxique est actif, il l'emporte sur les signaux provenant du centre apnéustique. C'est-à-dire, le pneumotaxique, il domine, s'il est stimulé, donc il domine le centre apnéustique, donc il inhibe certainement, probablement il inhibe. Voilà. Donc, la régulation du centre respiratoire. Alors, juste, il y a un schéma ici, je vais vous le montrer avant de terminer. Voilà. Regardez bien. Donc, ça c'est le tronc cérébral. Ça c'est, regardez bien, c'est l'hypophyse. Ça c'est le diencéphale. Ça c'est le mésencéphale. Ça c'est la région pontique. Alors, regardez bien les deux. Alors, ici, vous voyez ça? Ça c'est le centre inspiratoire. Le centre inspiratoire vers le diaphragme et vers les muscles respiratoires. Donc, ce centre inspiratoire, ce noyau inspiratoire, regardez, il reçoit des afférences inhibitrices à partir. Donc, le rouge, c'est la stimulation, le bleu, c'est l'inhibition. Donc, ici, il reçoit des inhibitions à partir de centres. Donc, ici, c'est pneumotaxique, situé en haut. Voilà. Et ça, c'est l'apneustique qui stimule le noyau inspiratoire. Et bien sûr, vous avez une petite flèche. Donc, le pneumotaxique inhibe donc l'apneustique. Voilà. Et bien sûr, donc, les neurones inspiratoires reçoivent également des afférences périphériques, ce qu'on va voir tout à l'heure, regardez. Ces afférences, elles proviennent de la cage thoracique. Elles peuvent provenir aussi des régions corticales. Elles peuvent provenir aussi, regardez, de la région limbique et du diencéphale aussi. Regardez, voilà. Donc, ici, on va continuer. La régulation, le rythme de base de la respiration, coordonné par l'air inspiratoire, peut être modifié en réponse à des influx provenant d'autres régions de l'encéphale ou des récepteurs du système nerveux périphérique et à d'autres facteurs. Donc, ces centres de la respiration qu'on vient de voir peuvent être influencés par des afférences qui proviennent de l'extérieur, mais aussi des centres nerveux supérieurs. Alors, les influences corticales sur la respiration. Donc, vous avez ici le cortex cérébral, étant relié au centre respiratoire. Donc, nous pouvons volontairement modifier notre manière de respirer. Voilà, la flèche que tout à l'heure que nous avons montrée. Donc, ici, par exemple, regardez, ici le schéma, regardez, en bleu. Donc, ça provient du cortex cérébral, c'est-à-dire ici, on peut volontairement arrêter de respirer. On va arrêter, mais bien sûr, c'est-à-dire, c'est pas on ne peut pas l'arrêter vraiment c'est-à-dire en longue période, parce qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont intervenir et qui vont forcer la respiration. D'accord? Donc ça, c'est par exemple, ça c'est en bleu, par exemple, c'est la volonté d'inhiber l'inspiration. Alors, qu'est-ce qu'on a mis ici? Alors ici, cependant, la capacité à bloquer la respiration est limitée par l'accumulation du CO2 de H+, dans l'organisme. Alors, quand le CO2 H+, est accumulé, on va avoir une régulation qui est indépendante de notre volonté, qu'on ne peut pas arrêter, on va respirer, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non. On va expirer qu'on le veuille ou non. Alors, quand la pression de CO2 et la concentration des ions H+ atteint un certain seuil, l'air inspiratoire est stimulé vigoureusement.
des influx nerveux parcourent les nerfs phréniques et intercostaux jusqu'au muscle respiratoire et la respiration donc reprend. Donc ici déjà, on va avoir euh, donc, euh, donc des afférences qui vont venir vers ce centre et le stimule. Qu'on le veut, des influx nerveux de l'hypothalamus, du système limbique exercent aussi une action sur le centre respiratoire et permettent à des stimuli émotifs de modifier la respiration, notamment lorsqu'on rit ou lorsqu'on pleure. Alors ici, c'est donc celle qu'on a vue tout à l'heure, ce qui provient du système limbique. Alors regardez, donc ici, là, ça, là, en rouge, soit stimule ou en bleu inhibe. Elles proviennent du système limbique. Là, c'est pendant les émotions. Voilà. Maintenant, alors, vous avez la régulation de la respiration par les chimiorécepteurs ou les chémorécepteurs. Donc, bien sûr, on a parlé un petit peu de ces chémorécepteurs quand on a fait le chémoréflexe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, le chémoréflexe? Donc, c'est les chémorécepteurs qui se trouvent au niveau de la bifurcation carotidienne et la crosse de l'aorte et l'aorte, et donc la membrane, la paroi aortique. Attention à ne pas confondre avec les barorécepteurs. Donc, ces chémorécepteurs, attention, sont surtout stimulés par une baisse de pression partielle d'oxygène. Mais il n'y a pas que les chémorécepteurs périphériques, on les appelle les chémorécepteurs périphériques. Il y a aussi des chémorécepteurs centraux qui sont situés au niveau du bulbe rachidien et qui donnent, c'est-à-dire qui captent, qui palpent le contenu, c'est-à-dire la concentration du CO2 protège plus au niveau du liquide cérébrospinal, c'est-à-dire liquide céphalorachidien, au niveau du bulbe rachidien. Alors, au niveau du bulbe rachidien, il y a le quatrième ventricule, normalement. Quatrième, le troisième, oui, quatrième ventricule. Donc, il y a des chémorécepteurs. Alors, je ne sais pas ce que je peux dessiner ici. Donc, par exemple, au niveau du bulbe rachidien, vous avez le liquide céphalorachidien qui circule dans le système nerveux central. Alors, il circule à la périphérie, donc entre les méninges, donc vous avez le liquide cérébrospinal, mais vous avez aussi circulé à l'intérieur. Vous savez que quand vous faites une coupe de la moelle épinière, vous avez au milieu, quand vous faites une coupe comme ça, coupe de la moelle épinière, je l'ai bien dessiné. Bon, vous avez un rang au milieu, c'est le canal épendymère. C'est dans ce canal que circule le liquide céphalorachidien, mais aussi au niveau, par exemple, du cerveau. Donc, le liquide céphalorachidien circule également dans des ventricules à l'intérieur. Il circule. Alors, si vous avez, par exemple, je fais un petit peu, c'est juste un schéma. Voilà. Là, donc vous avez le cerveau, le cervelet. Alors, vous avez le tronc cérébral ici, regardez. Alors, vous avez le liquide céphalorachidien qui circule à la périphérie, comme ça. Alors, vous allez me dire, il sert à quoi? En fait, le liquide céphalorachidien, c'est un milieu dans lequel baigne le système nerveux central. Donc, le système nerveux central, il n'est pas, c'est-à-dire il doit être protégé. Donc, comme il loge dans une boîte crânienne et aussi la colonne vertébrale, donc il doit être entouré par ce coussinet, d'accord? Et aussi, il intervient également d'intermédiaire de liquide, comme ça, s'il y a un changement brutal dans le sang, il peut ce changement se voir dans les liquides céphalorachidiens avant qu'il arrive au niveau des cellules cérébrales. Il y a beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez chercher sur Internet donc l'intérêt du liquide cérébrospinal ou les liquides céphalorachidiens. Donc vous avez ici au niveau des canaux, regardez, au niveau du bulbe rachidien, un troisième ventricule, après vous avez un quatrième ventricule, après vous avez ici vous avez les ventricules latéraux.
c'est-à-dire vous avez deux hémisphères et deux ventricules latéraux qui sont pleins de ce liquide céphalorachidien. Et donc, si on dessine notre là, au niveau du bulbe, là où se trouve par exemple, alors comme ça, là où se trouve le centre inspiratoire, voilà, vous avez un centre inspiratoire ici, voilà, on va le mettre comme ça, voilà, et ça, ici se trouve le liquide céphalorachidien, là se trouve le liquide céphalorachidien, ici, c'est difficile, j'aurais dû ramener des schémas, le liquide céphalorachidien ici, voilà. Donc, s'il y a une augmentation de la pression partielle du CO2, alors cette augmentation de pression partielle de CO2, alors, donc va se transformer en acide carbonique et puis en bicarbonate des protons H+, par des cellules épandymères. Donc, c'est des cellules qui tapissent les parois de ces ventricules. Épandymères, qu'on les appelle. Parce qu'on a dit les cellules, elles contiennent des protons H+. Et bien sûr, ces protons H+, vont être libérés dans le liquide céphalorachidien et détectés par les chémorécepteurs qui se trouvent à ce niveau. Ces chémorécepteurs, donc, ils sont liés au centre, par exemple, inspiratoire. Voilà. Ils sont liés. J'espère que c'est clair. Donc, le liquide céphalorachidien, s'il y a une pression importante du CO2 dans l'organisme, donc cette quantité va passer, c'est un gaz facilement, il passe dans le liquide céphalorachidien. Et dans le liquide céphalorachidien, il est transformé par les cellules épandymères, donc qui tapissent les parois de ces ventricules, il est transformé en bicarbonate sous l'effet par l'anhydrase carbonique. Les bicarbonates et les protons H+, bien sûr. Ces derniers sont libérés, les protons H+, peuvent être libérés dans le céphalorachidien et donc ils vont être captés par des chémorécepteurs et stimuler donc le centre inspiratoire. Et comme ça, on va avoir quoi? Suite à une régulation, suite à une augmentation hypercapnie, suite à une augmentation de la pression de CO2, on va avoir une hypercapnie, c'est-à-dire une hyperventilation, une stimulation de la respiration pour évacuer ce CO2. Là, c'est concernant les chémorécepteurs, centraux. Alors, les chémorécepteurs centraux se trouvent dans le bulbe rachidien et réagissent aux variations. Attention, les chémorécepteurs centraux sont sensibles surtout aux protons H+. Alors, dans le liquide céphalorachidien. Voilà. Maintenant, les chémorécepteurs périphériques, on a déjà parlé, donc sont situés dans les corpuscules aortiques, les glomérules carotidiens. Donc, glomérules, c'est la forme de ces récepteurs. Hein. Alors, donc qu'est-ce qui stimule ces chémorécepteurs périphériques? En fait, ils sont stimulés par donc, une augmentation de pression de CO2, une diminution de pression partielle d'oxygène et une augmentation des protons H+. Mais attention, le stimulateur principal des chémorécepteurs périphériques, c'est la pression partielle, la diminution de la pression partielle d'oxygène. Alors, en fait, si elle diminue en dessous de 60 mmHg, la pression partielle d'oxygène, donc il va y avoir une stimulation des chémorécepteurs périphériques. Ils vont stimuler directement le centre inspiratoire et donc on va avoir une hyperventilation. C'est un réflexe à cette diminution de la pression. Donc on va avoir une hyperventilation pour amener le maximum, pour augmenter cette pression partielle dans le sang d'oxygène. Voilà. Alors, remarque. Alors, ici, vous avez plusieurs remarques. Donc, ces remarques sont tous les autres récepteurs qui peuvent influencer la respiration. Parce que donc, vous avez donc, le centre inspiratoire, il peut être... il n'y a pas que le centre inspiratoire, puisque donc, vous avez aussi les deux centres. Hein.
le pneumotaxique et les autres aussi peuvent probablement recevoir également des afférences aussi. Mais là, on parle surtout on parle de centre respiratoire. D'accord? Voilà. Alors, ici, par exemple, dès que l'on commence à faire de l'exercice, la fréquence et l'amplitude respiratoire augmentent au même moment qu'apparaissent les variations voilà, et de concentration des bronchies. Le principal stimulus à l'origine de ces changements rapides de l'effort respiratoire provient des propriorécepteurs qui enrichissent des mouvements des articulations et des muscles. Vous voyez bien, donc ici, par exemple, quand on fait du sport, quand on se prépare à faire du sport déjà, donc, déjà, quand on fait du sport, donc, il y a des propriorécepteurs, donc des récepteurs qu'on trouve au niveau des muscles, des articulations, qui vont stimuler le centre respiratoire pour aussi induire une hyperventilation. On en a besoin, donc, bien sûr, pour amener beaucoup d'oxygène, puisqu'on est en train de faire une activité physique. Alors, vous avez également les récepteurs sensibles à l'étirement. Il y en a aussi à l'étirement, des récepteurs sensibles à l'étirement semblables à ceux des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire aux barorécepteurs qu'on a déjà vus dans le baroréflexe, sont situés dans la paroi des bronches et de bronchioles. On les appelle les barorécepteurs. Donc, en réponse à leur étirement lors du gonflement excessif des poumons, donc le vague envoie des influx nerveux à l'air inspiratoire et le centre apnostique ne peut plus activer l'air inspiratoire. Donc ici, quand on gonfle, donc il va y avoir des afférences qui proviennent de cette cage thoracique et tout, pour inhiber l'air inspiratoire et aussi l'apnostique aussi. Parce que l'apnostique, il active l'air inspiratoire. Là, c'est le degré d'étirement, c'est-à-dire pour permettre l'expiration. Alors, l'expiration est alors déclenchée. Voilà. Au fur et à mesure que l'air est expulsé, les poumons se rétractent et les barorécepteurs cessent d'être stimulés. Donc, ainsi, l'air inspiratoire et le centre apnostique ne sont plus inhibés. Une nouvelle inspiration commence. Ce réflexe s'appelle la réflexation de distension pulmonaire ou réflexe de Hering-Breuer. Et là, c'est ce qui est mentionné dans le schéma. Regardez, c'est ça. Regardez. C'est ce qu'on voit dans le schéma. En bleu. Vous voyez, en bleu. L'étirement à partir des barorécepteurs. Donc, ça inhibe donc le centre. Ça inhibe le centre donc apnostique et aussi ça inhibe le centre d'inspiration pour permettre l'expiration. Alors, l'anxiété ou l'anticipation d'une activité peut stimuler le système limbique. Ce dernier envoie alors un signal excitateur à l'air respiratoire qui fait augmenter la fréquence et l'amplitude respiratoire. Donc ici, l'anxiété ou l'anticipation d'une activité peut stimuler le système limbique. Alors ça, ce sont les flèches qu'on a citées déjà, c'est ça. Par le système limbique. Voilà. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ici, système limbique, voilà, ça dépend. Soit stimulation ou inhibition, d'accord? Vous avez ici des émotions, ça dépend là. Les émotions, la peur, le chagrin, etc. Le rire aussi. Alors, quoi encore? L'augmentation de la température corporelle qui résulte par exemple d'un excès de fièvre ou d'un exercice physique rigoureux accélère la fréquence cardiaque, inversement une diminution de la température. Donc ici, c'est à partir de l'hypothalamus. Une exposition soudaine au froid, comme lorsqu'on plonge dans l'eau froide, cause une apnée ou un arrêt de la respiration temporaire. Donc ici, le changement de température extérieure donc modifie, donc stimule donc des centres au niveau de l'hypothalamus. Et au niveau de l'hypothalamus, où donc ça peut agir sur ces centres de respiration, par exemple une apnée, donc arrêt de l'inspiration temporaire.
Une douleur vive ou soudaine cause une brève apnée. Les douleurs, c'est donc des afférences donc de douleur. Mais une douleur somatique prolongée fait augmenter la fréquence respiratoire. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il y en a beaucoup de facteurs qui peuvent agir sur la respiration momentanément, par exemple. L'étirement du sphincter de l'anus. Cette action fait augmenter la fréquence respiratoire. On l'utilise parfois pour stimuler la respiration chez un nouveau-né ou chez une personne qui a cessé de respirer. C'est une pratique. Pour stimuler, par exemple, un nouveau-né qui est né, il ne peut pas respirer, on peut faire cette action pour stimuler sa respiration. Alors, l'irritation des voies respiratoires, irritation physique ou chimique, irritation du pharynx ou du larynx, provoque un arrêt immédiat de la respiration suivi d'un accès de toux et de l'éternuement. Alors ici, l'irritation des voies respiratoires par des produits chimiques, par exemple. La pression artérielle, à la fin, les barorécepteurs carotidiens et aortiques qui détectent les variations de la pression. Alors, ce sont les barorécepteurs qu'on a vus dans le baroréflexe. J'ai aussi un rôle modeste dans la respiration, donc c'est l'élévation soudaine de la pression artérielle fait diminuer la fréquence respiratoire alors qu'une baisse de la pression artérielle la fait augmenter. Donc ça, c'est un petit peu secondaire, c'est un petit effet modeste. Donc probablement que, donc ici, alors ici probablement, l'élévation soudaine de la pression fait diminuer la fréquence artérielle. Donc l'élévation soudaine de la pression artérielle, vous vous souvenez, donc ici, soit donc si c'est central, donc le noyau du tractus solitaire peut probablement avoir des efférences inhibitrices, ou ça m'étonnerait inhibitrices. Diminuer la fréquence respiratoire, donc là, je ne vais pas m'annoncer. Donc, probablement, c'est intercentral. Soit c'est des centres de régulation cardiovasculaire qui peuvent agir sur ces centres de la respiration, soit des afférences qui proviennent, donc des petites fibres comme ça qui peuvent agir. Soit ça provient aussi des centres supérieurs également, centres qui eux, stimule le sympathique aussi, donc stimule également. Ça dépend. Ça, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Donc voilà, donc j'espère que c'est un petit peu clair. Voilà, donc en fait, nous on a cité l'essentiel, d'accord. Voilà, pour la régulation, il faut surtout mémoriser les 3 centres. Le centre bulbaire, le centre pneumotaxique et le centre apnostique. Voilà pour la régulation. Pour le transport, donc l'oxygène, transport d'oxygène, la courbe de dissociation, et aussi les 3 formes de, surtout, transport du CO2, et c'est ce qu'on a fait. Et la diffusion. Alors, la diffusion d'oxygène, vous voyez, donc un petit peu, donc les mécanismes de diffusion, donc un petit peu les pressions. Alors, mémoriser les pressions qui sont les plus importantes, alvéolaires, atmosphériques, celle de l'oxygène. Vous pouvez, par exemple, regarder le schéma ici. Le schéma, voilà. C'est-à-dire mémoriser ces pressions qui sont sur ce schéma. C'est suffisant. Alors ici, par exemple, au lieu de 105, vous prenez 100. C'est plus facile, 100. Ici, 100. 40. 40, ici 46, 46 ou 45, à 1 millimètre H, je ne sais pas vraiment. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que c'est clair.